Bonjour à tous, David Guillon, avocat au barreau de Montpellier. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être interviewé par Pierre Schweitzer, c'est ça, Bonjour à tous. économiste et journaliste également pour le journal Contrepoint. Contrepoint.org, effectivement. Merci beaucoup de me recevoir dans vos bureaux, Maître Guyon, à Montpellier. Donc bonjour aussi à tous les auditeurs de Contrepoint. Et je suis donc ravi de pouvoir vous interviewer aujourd'hui en direct. Alors ça fait des mois qu'on a des réunions Zoom et des choses comme ça, donc je suis très heureux de pouvoir enfin rencontrer quelqu'un en personne et faire une interview en direct. Et je vois qu'en tout cas, j'arrive au milieu d'une journée, vous êtes en plein travail comme d'habitude, c'est votre quotidien en ce moment avec la crise Covid. Donc on va venir à l'aspect juridique, au combat que vous menez pour les libertés fondamentales sur le terrain des tribunaux. Mais avant cela, peut-être, disons un mot sur votre parcours personnel. Qu'est-ce qui vous a mené d'abord à la profession d'avocat et qu'est-ce qui vous a mené, allez, pour le mettre d'une manière un peu provocante, à douter de la toute bienveillance de l'État et de son infaillibilité. Voilà, qu'est-ce qui vous a amené à ça? Alors pour les études de droit, en toute honnêteté, je n'étais pas particulièrement un bon étudiant, j'étais plus jeune. C'est vraiment le pur des hasards. En fait, la fac de droit était à 30 km de chez moi. Et je me disais un peu naïvement que si j'échouais, comment dire, ça serait un coût financier moins important pour mes parents. Parce qu'il y aurait moins de frais, il y aurait moins d'investissement. Et donc voilà, j'étais parti plutôt dans cet esprit de je vais essayer, mais effectivement, comme je suis un mauvais élève, il y a peu de chances que je réussisse. Mais j'aime bien les défis. Et donc déjà à l'époque, je me suis dit, je vais quand même essayer pour ne pas avoir de regrets. Et bon, il s'est avéré que j'ai été bon, plutôt même très bon dans cette matière assez rapidement, Mhm. malgré mon parcours scolaire chaotique. Et je pense que c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, j'avais du mal à obéir. J'avais du mal à me soumettre un petit peu à l'autorité. Vous faites votre devoir, vous voyez, quand vous êtes au lycée, Ouais. on vous dit ce que vous devez faire, quand vous devez le faire et comment vous devez le faire. Et à la fac, c'est tout l'inverse. À l'université, vous êtes libre de gérer votre emploi du temps. Finalement, c'est vous qui vous astreignez à votre propre capacité à pouvoir apprendre et à comprendre. Et donc déjà, c'était peut-être pas un hasard si vous vous êtes senti bien à l'université, il y avait ce côté indépendant Tout à fait. d'esprit, on va dire, qui... Tout à fait. Je pense que c'est là où pour la première fois j'ai vraiment compris que en fait quand je suis maître de mon destin, eh bien les choses se passent beaucoup mieux. Je me suis beaucoup plus investi et j'ai réussi assez rapidement voilà, dans ces études à me sentir à mon aise et en harmonie avec ce que j'apprenais. Je pense que j'avais trouvé ma voie. D'accord. Et qu'est-ce que vous gardez comme souvenir des études de droit? Est-ce que, en comparant aujourd'hui avec l'exercice de votre profession d'avocat, est-ce que les études de droit vous semblaient finalement adaptées à ce que vous voyez aujourd'hui de la profession? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont marqué dans le mauvais sens du terme? Par exemple, je sais pas, des choses fausses qu'on vous aurait apprises? Moi, je me souviens par exemple en économie, il y a des choses qu'on m'a apprises qui sont fausses, mais enfin, on nous les apprenait quand même comme parole d'évangile. Donc, est-ce que c'est pareil pour vous en droit ou... Alors ce que je retrouve dans mes études et ce que je retrouve aujourd'hui, c'est au moins deux choses, la rigueur et la régularité. C'est-à-dire que en fait, vous travaillez tous les jours, Ouais. et pour être bon, bah, il faut également faire preuve de rigueur, il faut être concentré et il faut continuer de travailler, travailler, travailler. Donc ça, effectivement, dans mes études, je le retrouve aujourd'hui. Donc ça m'a appris, on va dire, cette rigueur et cette régularité. En revanche, il est clair que ce qu'on apprend à l'université ne s'applique pas dans la vraie vie. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, c'est la démonstration, s'il en était encore besoin, qu'on a toute une série de principes fondamentaux qui fondent aujourd'hui notre société, qui peuvent finalement être désactivés ou réactivés au gré d'un pouvoir politique qui, ne définissant jamais véritablement les raisons qui conduisent à cette désactivation, finalement le fait à son bon vouloir. Rappelons Ouais. par exemple qu'est-ce qu'une crise sanitaire. Juridiquement, il Ouais. n'y a pas de définition de ce qu'est une crise sanitaire. On retombe souvent sur le problème de la définition du mot en droit, c'est ça, c'est que c'est comme même d'ailleurs liberté, égalité, démocratie, danger imminent ou choses comme ça, j'imagine, Toujours une ça part laisse beaucoup de d'appréciation, choses à bien sûr. Bien l'appréciation sûr. du juge. Donc ça, effectivement, on va en reparler. Et alors aujourd'hui, pour les gens qui vous regardent sur votre chaîne YouTube et également pour nos auditeurs, vous êtes connu comme étant l'avocat des libertés fondamentales. Parce que c'est de cette manière finalement que les médias vous ont présenté, puisque vous avez eu des échos médiatiques dans la presse régionale et même nationale, je crois. Donc c'est ainsi qu'on vous présente. Alors vos détracteurs vous présenteraient volontiers comme l'avocat des anti-masques ou des anti-vax. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à défendre ce genre de dossier, alors que vous me disiez tout à l'heure en off que c'était pas
une spécialité à la base, quoi. C'est quelque chose sur lequel vous êtes arrivé par la force des choses. Bien sûr. Déjà, peut-être rapidement, pour en revenir, c'est que lorsque vous êtes à l'université de droit, on ne vous apprend pas à devenir avocat. On vous apprend à comprendre le droit, à l'analyser, à faire des recherches juridiques. Ça, on vous apprend cette méthodologie-là, avec la rigueur et la régularité, puisque si vous n'en avez pas, bien entendu, vous n'allez pas pouvoir continuer bien loin. Je suis arrivé dans la profession d'avocat vraiment par le pur des hasards. J'ai fait un stage chez le père d'un ami. Et c'est vrai que ça m'a plu d'être amené à défendre des causes. C'est-à-dire on vous demande forcément d'être pour ou contre. Et entre les deux se trouve une vérité, qui n'est pas forcément la vérité avec un grand V, mais une vérité. Et il faut essayer de la défendre et trouver tous les arguments juridiques pour essayer de la défendre. Ça m'a plu. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, effectivement, ce métier a l'air d'être fait pour moi. Et encore une fois, comme avec les études de droit, j'étais plutôt bon. Alors, je ne dis pas que j'étais le meilleur, mais j'étais plutôt bon. Ce qui, bien entendu, tranchait véritablement avec mon passé d'étudiant, pas forcément modèle. Ouais. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé dans la profession d'avocat. D'accord. Pendant 2 ans, je vais être collaborateur et en toute honnêteté, les dossiers que j'étais amené à traiter étaient intéressants, mais n'étaient pas aussi trépignants que ce que l'on fait aujourd'hui. Et puis surtout, en tant que collaborateur, j'étais surtout un peu dans l'ombre d'un avocat qui m'avait engagé à l'époque, que je salue d'ailleurs s'il me regarde aujourd'hui. J'ai un très bon souvenir de lui, mais effectivement, quand vous êtes collaborateur, vous êtes souvent dans l'ombre d'un avocat un peu plus important. Donc, on va dire que c'est vraiment la crise qui m'a révélé. Et qui m'a révélé peut-être pour 2 raisons. La première, parce que à ce moment-là précis, je perds ma collaboration le 17 mars 2020. En raison de la crise En raison de la crise sanitaire, puisqu'on est dans une, on est dans une impasse, on va dire, économique, on ne sait pas où on va. Donc à ce moment-là, je perds ma collaboration. Bon, rien. Sur le moment, c'est un peu dramatique, mais au final, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée à ce moment-là, c'était peut-être de perdre ma collaboration. Ce qui fait que j'ai du temps. J'ai du temps libre puisque j'ai pas beaucoup de clients à ce moment-là et mon cabinet n'existe pas encore vraiment. Et puis, deuxièmement, parce que je vois qu'il se passe des choses qui sont totalement anormales et que j'ai la capacité et la compétence professionnelle de pouvoir analyser ces événements juridiques et de regarder si par rapport à ce que on devrait normalement faire, il y a une différence avec ce qui est fait. Et effectivement, cette différence était flagrante. La première chose, c'est que là où on a normalement des libertés publiques qui sont restreintes par le législateur, c'est un arrêté ministériel du ministre de la Santé et des Solidarités qui décide le 14 mars de fermer tous les établissements recevant du public. Et puis c'est un décret du Premier ministre qui décide de confiner toute la population. Or, on ne pouvait pas prendre ces décisions si le législateur n'avait pas restreint lui-même ses libertés et permis au Premier ministre et aux ministres compétents dans leur domaine de restreindre ses libertés. Et on voit qu'en fait on a d'abord un arrêté, ensuite un décret, c'est ensuite une loi d'état d'urgence qui dit bon voilà, on va accorder au Premier ministre la possibilité de prendre des mesures restrictives de liberté. Donc on voit bien que tout ça a été fait un peu dans la foulée, on n'a pas respecté les règles constitutionnelles. Et j'ai la chance d'enseigner à l'université de droit de Montpellier le droit constitutionnel, donc c'est quelque chose qui m'a paru tout de suite très flagrant. Et c'est comme ça que je suis arrivé en fait sur la question de la crise sanitaire en me disant il se passe quelque chose d'anormal, j'ai du temps, eh bien utilisons ce temps intelligemment, sollicitons éventuellement les quelques clients que j'ai, quelques amis, pour voir ce qu'ils en pensent, et puis si la confiance est là, pourquoi pas me confier leurs intérêts pour qu'on puisse porter cette question devant le Conseil d'État. C'est comme ça que ça a démarré en fait. D'accord, donc finalement c'est assez récent, c'est vraiment à l'occasion de la crise sanitaire, et puis là c'est allé assez vite parce que vous avez eu pas mal de dossiers, alors à la fois pour des particuliers, pour des professionnels, enfin tout ça on y viendra justement, mais donc si je me résume, c'est votre vision de cette crise sanitaire, avec tous les guillemets qu'il faut justement, en tout cas de cet événement sanitaire en tant que citoyen, vous vous êtes dit, bon il se trouve que je suis avocat, c'est l'occasion de mettre en accord... Bien sûr, il se trouve que je suis avocat et que j'interviens en droit public, c'est tout ça en fait. Parce que moi, habituellement, les dossiers que je traitais, c'était conseiller les administrations dans la prise de décision administrative, éviter les contentieux, éviter les décisions illégales, et défendre les particuliers destinataires de ces mêmes décisions. En d'autres termes, lorsque le Premier ministre prend un décret, on est exactement dans cette situation. C'est-à-dire qu'on a un acte administratif qui est pris et qui va s'appliquer à 66 millions de Français, et dessus, la question est de savoir est-ce que c'est légal tout ça ? Est-ce que, même en période de crise sanitaire, on peut finalement désactiver
toutes les libertés fondamentales. Alors à mon sens, aujourd'hui, non. Et on a d'ailleurs fait des recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont toujours en cours d'étude. On va attendre de savoir si on est recevable, et je communiquerai d'ailleurs là-dessus sur la chaîne YouTube en temps utile. Mais je reste fondamentalement persuadé qu'effectivement les règles constitutionnelles, nos règles légales ont été méconnues, et qu'il faudra peut-être du temps, voire peut-être des décennies, pour qu'on puisse un jour reconnaître qu'effectivement on a mis entre parenthèses la démocratie. Alors justement, venons-en à cette suspension des libertés. D'accord, c'était des arrêtés ministériels au départ, et je suppose que le gouvernement devait se réfugier derrière l'urgence qu'il y avait à mettre en place ces mesures et qu'on ne pouvait pas se permettre d'attendre la navette parlementaire, etc. Toutefois, est-ce que d'abord ces décrets ont été ensuite avalisés par des décisions parlementaires en bonne et due forme? Et puis aussi, pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel, qui est quand même le mieux placé pour ces questions-là, normalement, a largement avalisé la plupart quand même des décisions qui ont été prises? Et j'ajoute, comme ça semble se passer dans beaucoup de pays comparables à la France, est-ce que tout le monde a perdu la tête en même temps en termes de suspension des libertés, ce qui n'est pas impossible, hein, ça a été un choc mondial, donc on peut très bien avoir une sorte de paralysie mondiale au niveau de la défense de nos droits, ou bien est-ce que peut-être que les dispositifs de défense des libertés étaient eux-mêmes déjà trop ambigus à la base, ou déjà trop attaqués? Alors c'est intéressant ce que vous dites, effectivement, il y a à mon sens plusieurs éléments. Déjà, il y a ce qu'est la Ve République. La Ve République, c'est une concentration des pouvoirs au sein du pouvoir exécutif, et puis en particulier d'un homme, le président de la République. Oui. Et cette concentration des pouvoirs, cette présidentialisation du régime constitutionnel, effectivement, aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, a été accentuée de nouveau, a été, on va dire, mis encore plus en avant. On voit bien que finalement, dans un conseil de défense, on a 4-5 personnes qui décident pour les 66 autres millions de Français. Ouais. Et derrière, on a une validation par le législateur. Hein, tous les états d'urgence sanitaire, toutes les prolongations ont été avalisées par la majorité. Mais c'est quelque chose d'assez courant, c'est-à-dire qu'avec ce qu'on appelle le fait majoritaire, le fait que le président de la République appartient à un parti politique. Ce parti politique est majoritaire à l'Assemblée. Ce parti majoritaire à l'Assemblée va donner sa confiance au gouvernement qui est désigné par le président de la République. Donc vous avez, si vous voulez, l'alignement des planètes, président de la République, gouvernement, majorité parlementaire, qui appartiennent au même parti. Si ce n'est que quand même, dans le contexte politique actuel, on aurait pu penser que justement la majorité macroniste était un peu une majorité artificielle, bricolée comme ça pour donner une majorité à Emmanuel Macron, mais justement, c'était pas issu d'un parti politique qui a des longues décennies de tradition. Il y a deuxième chose, c'est que vous avez effectivement ce fait majoritaire, et vous avez ce qu'on appelle la discipline partisane. Vous allez voter conformément aux consignes du parti, parce que sinon, vous ne serez pas de nouveau investi par le parti pour les prochaines élections. Et vous savez que un mandat parlementaire, c'est quand même un certain nombre d'avantages. L'exercice du pouvoir peut quand même avoir un certain plaisir pour ceux qui l'exercent, et on peut le comprendre. Et donc dans ces conditions, eh bien, vous faites exactement ce qu'on vous ordonne de faire. Donc je pense que ces deux arguments, hein, le fait majoritaire et la discipline partisane, conduisent aujourd'hui à ce qu'on ait une concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République, et à ce qu'on ait cet exercice quasiment unilatéral et vertical du pouvoir. Ça existait déjà avant, ça s'est accentué avec la crise sanitaire. Ce qui me frappe quand même, c'est qu'il y a d'autres sujets où il y a eu un peu moins de discipline parlementaire, justement, dans la majorité macroniste. J'ai l'impression que sur ce sujet, là, par contre, les voix n'ont pas été très discordantes, quoi. Finalement, je comprends bien la discipline des députés qui veulent être réélus. Ceci dit, dans le contexte politique actuel, là encore, c'est de moins en moins sûr que le président sortant se représente, soit réélu et dispose d'une majorité, etc. Donc on pourrait imaginer que des gens quittent le navire malgré le risque, ou en tout cas fassent entendre leur voix malgré le risque. On l'a vu sur certains sujets. Donc pourquoi est-ce que ce sujet-là semble presque faire l'unanimité politiquement, après tout? À droite, à gauche, j'ai l'impression qu'il y a quasiment, et c'est presque inquiétant, il y a quasiment qu'aux extrêmes. Enfin, on a l'impression que par exemple le Rassemblement National s'est découvert tout d'un coup une passion pour la liberté. Alors, ils utilisent le mot, ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'ils vont l'appliquer, mais on est presque à front renversé, quoi. J'ai l'impression. Non, on est dans le paradoxe suivant, où ce sont les partis placés, parce que c'est pas eux qui se placent, on les place à l'extrémité de l'échiquier politique, et ce sont eux qui
serait presque plus modérée que la partie majoritaire, ce qui est quand même assez cocasse comme situation, parce que habituellement, on s'attendrait plus facilement à des mesures plus restrictives, du moins plus autoritaires, par ces partis qui sont justement placés à l'extrémité de l'échiquier politique. Et là, aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, ce qui est quand même fort inquiétant, je trouve. C'est effectivement inquiétant. Et ça me fait penser qu'au niveau des pays eux-mêmes, les pays qui étaient quasiment les plus connus dans le monde pour leur défense de l'état de droit, je pense à des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, peut-être, j'allais dire la Malaisie ou Singapour, c'est moins sûr, mais enfin, admettons, voilà, déjà Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, par exemple, ont quasiment été parmi les pionniers des restrictions de liberté, y compris actuellement. Pour 2 cas, ils ferment tout le pays. Enfin, donc c'est vraiment une tendance mondiale, quoi. Après, vous savez, il y a une sorte aussi d'idéologie, c'est-à-dire il y a l'idéologie selon laquelle, finalement, ce n'est que par les restrictions, les sanctions et les contraventions qu'on arrivera à guérir de ce virus. C'est une idéologie. À partir du moment où vous adhérez à une idéologie, si vous voulez, vous ne réfléchissez plus et le bon sens disparaît. Vous ne pouvez pas réfléchir. Vous êtes dans l'idéologie. Et donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a cette idéologie du Covid, de la maladie qu'on doit soigner par les restrictions, par les interdictions et par les sanctions. Et c'est à mon sens, effectivement, cette dérive extrêmement dangereuse dans laquelle on est en train d'aller. Et le grand problème, c'est qu'à force de répéter ce message en boucle, une grande partie de la population pense qu'effectivement la seule solution pour guérir d'un virus, ce sont ces restrictions, ces sanctions et ces contraventions. Oui, c'est-à-dire que on aurait pu penser d'ailleurs avec tout le bon sens qu'on peut imaginer, que le confinement, même si c'est extrêmement liberticide, ça aurait pu sembler logique que ce soit effectivement un bon moyen d'enrayer complètement l'épidémie. Finalement, ça n'a pas tellement été le cas. Avec le vaccin, c'est pareil, on nous l'a présenté comme la solution, la seule solution. Et c'est bien, moi à titre personnel, je suis vacciné, mais je suis contre l'obligation de le faire, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, de toute façon, les solutions qui ont été présentées n'ont pas marché complètement, et on a l'impression que les gens continuent quand même à faire confiance à ce gouvernement qui semble réagir dans la peur. Vous savez, la plupart des gens qui ne se posent pas vraiment de questions sur la situation sanitaire ont 2 points en commun. La première chose, ils regardent beaucoup la télé. Quand vous regardez la télé, c'est du temps de cerveau occupé. Ouais. Donc à titre personnel, je n'ai pas de télé par exemple chez moi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas de télé. Enfin, voilà, c'est une habitude. Alors après, j'ai d'autres torts. Je suis beaucoup sur ordinateur, je communique sur les réseaux sociaux. J'ai pas de télé, mais je regarde YouTube. Voilà, c'est pas parfait, mais en tout cas, j'ai remarqué effectivement, en n'ayant pas de télé, j'étais beaucoup moins influencé par le discours extrêmement anxiogène des médias. Bon, c'est vrai que je m'aperçois lorsque je vais par exemple chez ma mère, qui a la télé vraiment qui tourne en boucle sans même s'en rendre compte. C'est une habitude en fait, on met la télé. C'est une génération, mes parents étaient comme ça aussi. Voilà. Donc on voit que ce point commun déjà c'est la télé. Ouais. Et la deuxième chose, ce sont des vies assez occupées. Ce sont des gens qui ont leur train de vie à faire fonctionner, qui ont des obligations, qui sont dans la vie et en fait qui ont la tête dans le guidon. Et quand vous avez la tête dans le guidon, effectivement, vous ne posez pas trop de questions sur ce qui est en train de se passer, et vous dites ça se passe comme ça, et puis derrière vous avez d'autres préoccupations, votre métier, vos enfants, votre famille, votre femme, etc., etc. Et donc effectivement, la chance peut-être que j'ai dans cette crise sanitaire, c'est que je suis payé en fait pour réfléchir. Je suis payé pour justement... Oui, en quelque sorte, c'est notre métier de prendre du temps pour combattre, Exactement. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, quand vous discutez avec des gens qui, du coup, regardent beaucoup la télé et sont dans des vies où ils sont effectivement pas en mesure de pouvoir vraiment prendre le temps à faire de l'activisme politique sur leur temps libre. C'est normal. Et puis bon, c'est la vie. Je veux dire, peut-être que dans d'autres circonstances, j'aurais effectivement été tout à fait dans les mêmes conditions. Donc c'est juste un constat. Mais on s'aperçoit que lorsqu'on arrive un petit peu à se poser et puis à discuter un petit peu entre amis, en fait, ils sont pas si éloignés que ça des opinions que j'ai. C'est-à-dire finalement, je suis quelqu'un de très mesuré, vous avez bien vu, je ne suis pas contre la vaccination, je ne suis pas contre le port du masque, je ne suis pas contre la crise sanitaire. À chaque fois, le débat il est toujours de dire est-ce qu'on peut essayer de faire mieux en restreignant un peu moins de liberté. Ouais. Voilà. C'est quand même plutôt, je pense, raisonnable. Et en tout cas, j'arrive à trouver beaucoup d'appui avec des gens qui, à la base, ne se posent pas particulièrement de questions sur la crise sanitaire, mais qui reconnaissent aisément en discutant avec moi que c'est une position qui est très mesurée et qu'effectivement, on peut s'interroger sur est-ce qu'on peut faire un peu mieux en restreignant un peu moins de liberté. Est-ce qu'on aurait pu, par exemple, avoir un taux de vaccination plus important sans pour autant
mettre le couteau sous la gorge de plusieurs millions de personnels soignants en leur indiquant que s'ils ne se faisaient pas vacciner, ils allaient demain n'être plus personne, professionnellement et socialement. Extrêmement violent. Alors là, c'est un petit peu la rhétorique à laquelle recourent les gouvernements. Je l'entendais récemment encore pour le gouvernement américain, c'est de dire on vous oblige pas, mais si vous le faites pas, on sera obligé de vous obliger. C'est un petit peu. Alors, donc, si on dit est-ce qu'il n'y aurait pas eu un moyen d'avoir une plus grande couverture vaccinale sans obliger les gens, j'ai pas l'impression, à titre personnel, au sens où en France, on n'a pas obligé tout de suite, on a même fait croire qu'on n'obligerait jamais, alors que de fait, on vous coupe de votre vie sociale. On n'a pas attendu très longtemps non plus, parce que faut savoir que les vaccins ont été mis en route au mois de janvier, et c'est au mois de juillet qu'on a dit bon, finalement, ça sera obligatoire. Mais même dans ce temps-là, il semblerait que les gens se sont pas bousculés pour se faire vacciner, sauf justement quand ils ont eu la perspective de dire demain je pourrai plus aller au resto. Enfin, je caricature, mais non, mais c'est ça. mais c'est un peu ça. Donc oui, je sais même pas si le fait d'avoir une couverture vaccinale maximale dans son ensemble était un objectif qui devait être notre alpha et notre oméga. Enfin, bon, c'est une autre. Et vous savez, je fais un parallèle avec la religion. Je ne sais pas si c'est bien de le faire, mais la religion musulmane se présente comme étant une religion qui, parce qu'elle est arrivée dans un troisième temps, elle est donc la plus perfectible des trois religions, et naturellement, les gens vont s'orienter vers elle. Parce que justement, elle est l'aboutissement finalement de la dernière arrivée, la meilleure version de. Exactement. Et donc, pendant très longtemps, la logique, si vous voulez, de cette religion, ce n'était de ne pas l'imposer. Parce que naturellement, les gens allaient venir à cette religion. Et ben, c'est un peu pareil avec le vaccin. Vous savez, quelque chose qui est bon pour vous, naturellement, vous allez y aller. Ouais. Et je pense que c'est difficile de faire comprendre aux gens que c'est bon pour eux si vous ne leur laissez pas au moins le temps de voir les effets positifs de la vaccination. Et donc, en 6 mois, c'est sûr que c'est compliqué d'arriver à convaincre, à la fois, alors que parallèlement, vous avez AstraZeneca qui est suspendu, puis rétabli, puis finalement pour les 55 ans, parce qu'on s'aperçoit que ça peut avoir des effets secondaires pour des populations un peu plus jeunes, puis finalement le Johnson & Johnson récemment, on dit que ce ne sera pas une dose, ce sera 2 doses. Bon, en fait, on voit qu'on ne sait pas. Donc, comment vous voulez convaincre les gens d'adhérer à un produit qui est censé être bon pour eux, alors parallèlement, on s'aperçoit qu'en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de faire. Et ce qui est logique, puisqu'on n'a pas le recul. Je suppose que le gouvernement pourrait vous répondre, ça prendrait 6 mois, 1 an de plus peut-être, 6 mois, 1 an de plus, à payer les gens pour ne pas travailler, les entreprises pour rester fermées, etc. Ils peuvent plus se permettre. Déjà, je pense qu'ils ont accumulé une dette, et ça c'est autre chose qui sera impayable, c'est un autre sujet, mais... Alors mais attention, je pense que, voilà, ils sont contraints de ce côté-là. Le problème, c'est que ça, c'est une pensée limitante. C'est-à-dire que la pensée, elle est de vous dire, si c'est pas le vaccin, c'est le confinement. Or, ce qui provoque le confinement, c'est pas le virus. C'est le choix politique en réponse à un virus. C'est certain. Donc, en fait, on vous a mis face à une option où les deux alternatives, c'est le gouvernement qui les fixe. Ouais. À ce moment-là, vous n'avez pas vraiment le choix. Donc, on aurait très bien pu faire autrement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit à chaque fois, on aurait pu faire autrement. D'ailleurs, c'est simple, le comité scientifique, le 12 mars 2020, nous dit on va plutôt confiner les personnes vulnérables parce que ce sont elles qui meurent principalement du virus. C'est ce qu'on aurait pu attendre. Et puis, le 16 mars, ils diront non, que vous allez le faire tout le monde parce que égalitarisme. Tout le monde acceptera plus facilement sa propre restriction de liberté s'il sait que son voisin subit la même restriction. Ça, c'est notre fameux esprit français qui fait ça s'appelle l'égalitarisme, c'est pas l'égalité. Voilà, oui, bien sûr, non, mais c'est une déformation en tout cas de la passion pour l'égalité. Oui, qui fait qu'on regarde dans l'assiette du voisin et que s'il nous arrive un malheur, on va être sûr qu'il arrive le même. Exactement. Donc vous voyez, finalement, l'alternative, elle est biaisée à la base, parce qu'on est en train de vous dire en fait qu'on va vous mettre 2 alternatives, le confinement ou le vaccin. Or, à partir du moment où vous avez vacciné la partie population à risque, on avait les gestes barrières, qu'on investit dans l'hôpital. Et quand je dis investi, on ne met pas 60 millions d'euros pour mettre des agents de sécurité aux entrées des hôpitaux et contrôler les passes sanitaires. Je parle d'un vrai investissement, une politique sanitaire sur le long terme. Quand vous avez fait ça, effectivement, l'alternative, c'est plus simplement le confinement ou le vaccin. C'est à la fois le vaccin, les mesures barrières et un système de santé qui est performant. Pendant un temps, ce qui a conduit au confinement, c'était pas de dire il y a trop de morts ou la maladie est létale. C'était de dire on n'a pas de place dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec les gens, quand ils vous expliquent qu'on est mort du Covid, c'est en réalité parce que personne ne pouvait les prendre dans les hôpitaux. Donc c'est pas tant que la maladie est létale, c'est le fait qu'on ne peut pas traiter les malades. Ceci dit, dans la première phase de l'épidémie,
et là je vais me faire un peu l'avocat du diable Bien encore, sûr. mais dans la première phase de l'épidémie, les places de réanimation, elles étaient ce qu'elles étaient, et même avec beaucoup d'argent en plus, on peut pas tout de suite former, on claque pas des doigts pour avoir des infirmières et des infirmiers, surtout quand tous les pays d'à côté sont confrontés au même problème. Et parce qu'on a eu une politique de restriction aussi budgétaire pendant des décennies. On est passé de 60 000 lits dans les années 2000 à quelques milliers de lits en 2020. C'est certain, mais je veux dire, alors prenons le problème autrement. Imaginons qu'on ait eu une épidémie encore un peu plus grave et qui nous mette face à ce même goulot d'étranglement, cette même contrainte de dire, là à l'instant T, on n'a pas assez de place dans les hôpitaux, et donc soit on accepte qu'une maladie, ça fait des morts et que nos libertés valent plus que la sécurité sanitaire complète, auquel cas on a les images, comme en Italie, de gens triés devant les hôpitaux. Non, vous êtes trop âgé, on vous prend pas. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait été acceptable? Peut-être de deux points de vue. D'abord, est-ce que vous imaginez un politique accepter justement d'avoir ce type d'image plutôt que tout ça pour ne pas enfermer des gens qui veulent leur liberté, ce qui semble quasiment vulgaire de nos jours. Et puis autre chose, d'un point de vue personnel, est-ce que vous, je sais pas si vous aviez été à la place des gouvernants, est-ce que vous auriez toléré des images comme ça, justement, de gens contrits devant les hôpitaux? Parce que c'est quand même ça qui serait arrivé, non? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer mars 2020, qui est effectivement un moment où de toute façon on n'a pas de lit, on n'a pas de gants, on n'a pas de masque, on n'a pas de blouse. Oui, puis on connaît mal la maladie aussi. Je ne sais pas du tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Je pense qu'il faut distinguer mars 2020 et il faut distinguer juillet 2021. Où là, on a une obligation. Je suis assez d'accord avec ça. Il faut vraiment distinguer. On n'est pas du tout au même moment. Il y a quand même 18 mois entre les deux. Et il faut regarder ce qu'on a fait en fait en 18 mois. Donc, effectivement, en mars 2020, on ne sait pas. Et d'ailleurs, lorsque les premiers recours que nous avons fait sur la question du confinement, c'était pas tant le principe du confinement qu'on était en train de contester, c'était plutôt les mesures d'ajustement qu'on pouvait mettre en place à côté du confinement. Qui parfois étaient soit, on va dire, plus laxistes, en tout cas plus humaine. Je parle notamment de la mise en bière immédiate qui a été quand même un drame pour une grande partie. Et qui fait partie des victoires que vous avez obtenues sur le plan juridique. Donc si vous pouvez rappeler peut-être pour nos auditeurs ce que c'était que la mise en bière immédiate. Alors la mise en bière immédiate, effectivement, rappelons-le, si vous aviez le malheur de décéder entre le mois de mars 2020 et le mois de décembre 2020 du Covid, ou en tout cas présumé de décéder du Covid, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas tester, eh bien votre corps était placé immédiatement dans une bâche en plastique. Le corps ensuite était déposé dans un cercueil, fermé hermétiquement, et on présentait à la famille ce cercueil qui était fermé hermétiquement. Donc en fait, après, faites votre deuil devant ce cercueil, et vous choisissez pas de l'inhumer ou autre, c'est crémation automatique. Donc, voilà, donc vous n'aviez pas le choix non plus sur la modalité d'inhumation de la personne décédée. Donc c'était, vous l'avez compris, un peu violent. Donc on avait quand même demandé à ce qu'il y ait des choses qui soient mises en place, notamment pour que les personnes puissent au moins voir en visio les proches qui étaient à l'hôpital, parce qu'on a eu ces phénomènes aussi de glissement, où on a des personnes qui sont décédées en fait de solitude et de détresse, et à la fois qu'on puisse avoir un recueil possible devant la personne décédée, dans un contexte où effectivement il y avait une crise épidémique assez importante, et on ne savait pas. Non seulement les gens n'ont pas vu le corps de leurs proches, mais en plus ils n'avaient même pas assisté à leur dernier moment. Exactement. C'est ça. Donc ça, on avait demandé, par exemple, sur ces mesures-là, on avait demandé vraiment des choses, une amélioration en tout cas de ce processus. Et parallèlement, on avait noté notamment que pour les personnels soignants, et c'est vrai que quand on y pense, c'est quand même très violent, mais on avait noté que si vous voulez couper la chaîne de contamination, vous ne pouvez pas permettre à des soignants qui sautent au contact direct des patients potentiellement contaminés à la Covid-19, qui n'ont ni masque, ni gants, ni blouse, de retourner tranquillement dans leur famille le soir. Alors c'est très violent, je suis d'accord, mais allons au bout de la logique. C'était pour démontrer finalement ce confinement, soit vous le faites vraiment, et on en sort peut-être, soit vous ne le faites pas vraiment. Et dans ce cas-là, il faut accorder d'autres mesures un peu plus laxistes, parce que effectivement, on s'aperçoit que la vie en société, vous ne pouvez pas demander à vos agents de rester sur place, vous ne pouvez pas demander finalement aux gens de ne pas voir leur famille pendant 3, 4, 5, 6 semaines. Et pourtant, en ne le faisant pas, eh bien, on a fait perdurer dans le temps cette chaîne de contamination, certes ralentie, mais qui a continué parce que derrière, on voit bien qu'il y avait d'énormes trous dans la raquette. Donc ce sont ces trous dans la raquette qu'on avait contestés devant le Conseil d'État. Donc vous voyez, on n'était pas forcément contre le principe même de la restriction de liberté, mais à chaque fois qu'il y avait une restriction de liberté, nous, ce que l'on a demandé en face, c'est rapporter la preuve que derrière, on a un supplément en matière de sécurité sanitaire.
Et tout à l'heure, vous l'avez très bien dit. Est-ce qu'on aurait pu accepter? Est-ce qu'il fallait... Moi, en fait, la question, elle n'est pas de savoir est-ce qu'on aurait pu accepter. La question, elle est, chaque fois que vous restreignez une liberté, démontrez-moi qu'effectivement, vous êtes en mesure d'apporter un supplément. Alors, si en plus, vous me supprimez une liberté et que derrière, j'ai pas l'avantage attendu en matière de santé, ben moi, je pense à cette phrase de Benjamin Franklin. Hein. Pour un peu de sécurité, vous avez accepté de restreindre vos libertés. Finalement, vous avez perdu la liberté et la sécurité, et à la fin, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Exactement. Et alors justement, apportez-moi la preuve que ça apporte un bénéfice en termes de santé publique. Ça m'amène à la question des faits. Vous disiez, j'ai pas la télé, je suis moins soumis au climat anxiogène. Bon, c'est mon cas aussi. Après, ok, il faut quand même s'informer. Donc on va s'informer par exemple sur Internet, alors soit sur des sites d'information, soit sur les réseaux sociaux directement. Et là, bon, je pense que je vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a vraiment à boire et à manger. Comment est-ce que vous faites le tri dans ces informations-là? Et qu'est-ce que vous avez pensé des querelles de chiffres et des querelles d'experts sur l'interprétation des statistiques, du nombre de morts, du taux de transmission, des fameuses courbes, des fameuses projections qui devaient faire mourir une bonne partie du pays et qui se sont avérées fausses à chaque fois? Comment vous approchez ces problèmes-là? Moi, je sais la place qui est la mienne. C'est-à-dire que je ne suis pas scientifique. Est-ce que la chloroquine pouvait sauver des vies? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien et j'ai jamais voulu rentrer dans ce débat parce que c'est pas ma place. Par contre, effectivement, moi, mon métier, c'est avocat. On va parler de liberté et donc, effectivement, c'est sur ce plan-là que je me permets effectivement d'agir. Mais il faut bien parler de chiffres à ce moment-là, puisque vous dites, si par exemple vous demandez qu'on vous apporte une preuve du bénéfice de la loi en question, des preuves, moi en tout cas j'ai vu des tas d'experts également qualifiés en quelque sorte, scientifiques dans différentes disciplines, qui démontraient le bénéfice et qui disaient avec ça on a économisé X milliers de vies, avec telle autre mesure c'est X milliers de vies économisées selon l'étude de, et alors là insérer un article revu par les pairs, etc. Enfin tout ce qui est dans les canons académiques les plus classiques. Comment on fait pour remettre en cause ce genre de fait, quoi? Ou alors comment est-ce que si ça vient de la bonne source, on peut plus le nier? Comment ça se passe là par exemple devant les tribunaux? Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. La première manière, effectivement, c'est de dire il faut qu'on discute quand même un petit peu de chiffres, un peu de science. Donc là, effectivement, on va partir sur les données officielles, sur ce qui est reconnu par les données officielles, et à ce moment-là, on essaie de comparer et de voir si effectivement ça a un avantage. Mais on part sur des choses vraiment très simples. Exemple, pourquoi confiner tout un pays alors qu'au même moment, Santé publique France vous dit c'est pas exactement le même nombre de morts qu'il y a partout dans tous les départements et dans toutes les régions? Là, la première question que vous posez au gouvernement, c'est est-ce qu'on ne peut pas essayer de régionaliser, départementaliser les mesures de confinement et de restriction? Est-ce qu'on est vraiment obligé d'appliquer à tout le monde les mêmes mesures qu'à Paris, alors que nous, par exemple, dans le centre de la France, enfin dans le sud de la France, on avait à la même époque une situation sanitaire qui était quand même plus favorable? Est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager des mesures un peu plus adaptées? La réponse elle est oui, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait dans la phase de déconfinement, c'est ce qu'ils ont fait dans les premières phases de reconfinement en septembre-octobre. C'était peut-être plus une décision politique, c'était de dire pour maintenir l'unité nationale autour de l'épidémie. L'égalitarisme, oui, voilà, c'est ça. Non, vous avez très bien résumé. Mais nous, en tant qu'avocats, notre question c'est de dire, vous voyez bien que là il y a un fondé à soulever la question. Donc, vous voyez, vous ne parlez pas forcément de science, vous prenez juste des données officielles, et sans rentrer dans une technique et un débat extrêmement complexe, vous arrivez quand même à faire preuve de bon sens. En fait, c'est ça. C'est du bon sens juridique, du pragmatisme. Donc comme ça, chacun reste à sa place. Deuxième technique, chaque fois que vous avez une source scientifique officielle qui informe, donne des éléments scientifiques, eh bien moi ce que je demande au gouvernement, c'est de caractériser et de s'assurer que les conditions juridiques de la crise sanitaire, du confinement, des fermetures administratives, sont bien caractérisées par les éléments scientifiques que l'on a. Exemple, à un moment donné, on ferme les salles de sport, vous avez l'ARS qui nous dit... je sais que vous en avez été très triste de la fermeture des salles de sport. Ça se voit. Les salles de sport se ferment. Bon, j'ai la chance à ce moment-là de défendre des gérants de salles de sport sur Montpellier. Et nous avons dans les bulletins régionaux de l'ARS tout un pavé qui nous dit qu'en réalité, les vraies causes de contamination dans les activités sportives, c'est essentiellement les troisième mi-temps.
dans les sports collectifs. D'accord. En d'autres termes, à la salle de sport, vous avez votre masque, vous avez une machine sur deux qui est fermée, vous avez des jauges dans la salle. Ça va, ça se passe bien. C'est pas ici que vous allez vous contaminer, c'est pas un sport particulièrement de contact, chacun reste à sa place et on est plutôt discipliné. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est un sport où on est plutôt discipliné. Donc ça se passe plutôt bien. Et l'ARS reconnaît que c'est pas dans les salles de sport qu'on se contamine. C'est marqué noir sur blanc. Bon, bah écoutez, le gouvernement, pour eux, ils sont partis du principe qu'on ne peut pas distinguer selon la nature de l'activité sportive. Donc par un souci de cohérence et d'intelligibilité, vous fermez tous les lieux où on fait du sport. Ouais. Bon, bah voilà, là effectivement, vous avez la démonstration faite, alors qu'on utilise une donnée scientifique officielle, qu'il y a effectivement une absence de démonstration de la nécessité et de l'utilité de la mesure restrictive de liberté. Et ça, devant les tribunaux, c'est un argument qui a pu porter Alors ça a porté devant le tribunal administratif à 2 reprises, on a eu une suspension à 2 reprises de l'arrêté, qui a été repris le lendemain à chaque fois par notre préfet de l'Hérault. Et puis à la fin, le débat a été clos, puisque le Conseil d'État a rendu une décision, et 2 jours plus tard, nous étions de nouveau en état d'urgence sanitaire. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, lorsque la politique entre dans le prétoire, la justice en sort. Et aujourd'hui, il est évident que la politique est entrée dans le prétoire et qu'on ne réussit plus avec des arguments pragmatiques, des arguments juridiques et avec des arguments scientifiques, mais toujours en restant bien sûr à la place qui est la nôtre. Pas à nous d'aller démontrer que l'étude est fausse ou que voilà, nous on reste à notre place. Ouais. Mais si vous voulez, aujourd'hui, en fait, tous les choix sont. Oui, c'est-à-dire si finalement, même lorsque vous gagnez, on vous règle le problème d'une autre manière en disant bon ben. Comment dire, on sort un joker. Ah oui, non mais complètement. Vous savez, un joker confinement, on vous dit bon bah ça y est, on referme tout. Ah oui, là ça sert à rien de discuter effectivement d'arguments juridiques ou scientifiques. Et ça a pas trop rué dans les brancards, enfin si j'ose dire, du côté justement des professions juridiques, alors en dehors de vous, de quelques confrères du réseau d'avocats dont vous nous parlerez peut-être par la suite, est-ce que les juges eux-mêmes, enfin les magistrats ont pas quand même mal vécu cette intervention du politique sur je ne sais pas. Alors pour les magistrats, je ne sais pas. Pour les avocats, je pense qu'on est finalement la représentation de cette société, c'est-à-dire que vous en avez une très grande majorité qui ne comprend pas forcément ce qui se passe et puis finalement ça s'en désintéresse très largement. Vous avez une minorité qui trouve quand même que les choses ne sont pas normales et dans cette minorité, vous en avez encore une autre minorité qui concrètement font des actions. Donc on n'est pas si nombreux que ça. C'est pas pour autant qu'il n'y en a pas quelques-uns quand même, une grande majorité quand même qui peut s'intéresser un peu à ces questions-là, mais après, je vous ai dit, vous avez la télé, vous n'avez pas le temps, vous avez votre vie, et puis voilà, la crise sanitaire c'est un problème parmi tant d'autres, vous avez d'autres soucis à gérer, ce qui est normal, encore une fois, c'est pas une critique. Bien sûr. Et donc dans les recours qui sont actuellement en attente d'une décision, alors vous avez mentionné celui qui est devant la Cour de justice européenne des droits de l'homme, c'est ça ? La Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme. Effectivement. Alors, en dehors de ça, peut-être d'abord vous pouvez nous parler de celui-ci, enfin, qu'est-ce qu'il concerne exactement, et est-ce qu'il y a d'autres actions en cours qui pourraient déboucher sur des décisions qui elles-mêmes, alors je ne sais pas s'il faut dire jurisprudence ou autre chose, mais qui elles-mêmes en tout cas pourraient avoir des conséquences au-delà de ce cas particulier ? Alors, actuellement, j'ai 4 recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai 3 recours qui concernent notamment ces personnels soignants qui n'ont pas eu de masques, de gants, de gel, de blouses pour pouvoir lutter contre la pandémie, à qui on a demandé de venir travailler, même lorsqu'elles étaient contaminées, parce que même lorsqu'elles avaient des symptômes de la maladie, on leur a demandé de venir travailler. Donc effectivement, pour moi, j'estime qu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui, et surtout l'objectif derrière tout ça, c'est de dire l'État doit prendre ses responsabilités, parce que plus jamais ça. Plus jamais ça. Et vous voyez, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, 18 mois plus tard, on met une obligation vaccinale. La question elle est, moi, c'est qu'est-ce qu'on a fait dans le service public hospitalier pour essayer de faire en sorte qu'on ne revienne plus jamais à des confinements et à des couvre-feux, et qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour éviter qu'une pandémie plus grave ait un jour des images atroces qu'on ne pourrait pas supporter. Là, moi, je vais vous dire en un mot, une 3 lettres, rien, R-I-E-N, 4 lettres. Ça fait 4. Ça fait 4 lettres. C'était pour voir si vous suiviez. Je suis. Mais vous voyez, rien quoi. Il s'est rien passé, si ce n'est même qu'on a fermé de nouveaux lits et que on a encore une partie des personnels soignants qui ont démissionné pendant cette période-là parce que vous êtes mal payés, vous avez des conditions de travail quand même qui sont très défavorisées. Et à partir de ce moment-là, on voit bien qu'on n'a pas cherché à résoudre le problème à la base, on a apporté finalement des pansements sur des brèches béantes, et à défaut de convaincre que la vaccination était la solution, on a contraint. Et là, c'est, à mon sens, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour qu'on puisse avoir une politique sanitaire saine et durable.
Bah, moi, ce qui me frappe encore plus, au-delà de ce que vous dites qui est très vrai, c'était que l'État n'aime même pas être concurrencé quand il n'arrive pas à bien faire sa mission et qu'on essaie de la faire à sa place. Moi, je prends l'exemple des masques. Alors déjà, avoir confié la gestion des masques à l'État pour des stocks stratégiques ou je sais pas quoi, ça me semble déjà assez curieux. Mais d'autre part, lorsque dans les toutes premières phases, vraiment les premiers jours, où on commence à admettre que bon, il y a une épidémie, que peut-être nos frontières sont pas tant fermées que ça, et on va peut-être être concernés. Et on dit aux gens, surtout ne vous faites pas des masques chez vous à la maison quand vous n'avez pas accès aux masques. Ça ne sert à rien. Puis dans un second temps, on leur dit attendez, ça y est, l'AFNOR a fait un beau, a fait un beau patron de masques. Alors là, vous pouvez le faire. Allez-y, les couturières, vous êtes nos héroïnes. Faites des masques pour tout le monde. Et puis une fois que les masques arrivent sur le marché, c'est non, c'est illégal quand même de vendre des masques que vous avez fait chez vous parce que c'est exercice illégal de telle profession ou je sais pas quoi. Et donc maintenant que vous êtes bien entraîné à faire ça, que vous avez un peu investi dans du matériel, on vous coupe vos ressources. C'était quand même fantastique comme situation. Enfin, j'ai trouvé ça assez symptomatique. Donc, alors, pour revenir aux réactions de... là, on a abordé vos confrères, mais même peut-être les relations avec les médecins, avec les autorités préfectorales, municipales, etc. Est-ce que vous vous sentez parfois mal regardé, voire carrément menacé ou moqué, dédaigné quels ont été les retours face à vos prises de position très publiques, quoi, finalement? Vous l'avez dit tout à l'heure, on m'a donné le sobriquet d'avocat anti-masque. Ouais. Peut-être anti-vax, je sais pas. Je sais pas dis si ça comme mais ça, oui, mais effectivement, anti, c'est vrai que le mot anti. Le mot anti me pose quand même un problème parce que ça véhicule un message négatif. Alors, j'ai pas le sentiment de véhiculer un message négatif. Je suis pas anti-masque, je suis pas anti-crise sanitaire. Moi, je suis pro-liberté. Effectivement, je suis pro-liberté parce que j'estime que toute restriction de liberté doit nous apporter un surplus sur le plan sanitaire. Voilà. C'est la condition sine qua non pour qu'une liberté puisse être restreinte. Or, aujourd'hui, on vous instaure un pass sanitaire, on vous instaure une obligation vaccinale, sans qu'on puisse vous garantir derrière que ça va améliorer la situation sanitaire. Deux exemples. Le pass sanitaire. Vous ne pouvez pas contrôler l'identité des gens. Bon, heureusement, j'ai envie de vous dire. Et derrière, je veux dire, vous ne Oui, là c'est stupide, on peut se pointer avec le pass d'un ami, du moment que c'est un nom masculin, ça vous pouvez passe. vous appeler Corinne et puis vous pouvez rentrer dans un bar parce que finalement ils ont scanné un QR code, ça a sonné vert et puis vous rentrez. Donc finalement on est en train de donner un faux sentiment de sécurité, on incite très massivement les gens soit à se faire vacciner alors que la loi ne fixe pas cette obligation vaccinale, soit à tricher parce que bon, à un moment donné, si vous voulez, c'est soit vous êtes dehors, soit vous êtes dedans, donc il faut choisir votre camp et que à un moment donné, vous savez, la vie c'est la vie, hein, donc les gens quand vous leur mettez des contraintes, ils font tout pour les contourner. Et donc là aujourd'hui c'est quand même pas très compliqué d'aller contourner une contrainte. Donc on voit très bien qu'on crée des faux sentiments de sécurité, on crée de la discrimination sur des éléments de santé, on viole le secret médical et derrière on sait même pas et on peut même pas vous assurer que vous n'allez pas effectivement être contaminé par la Covid-19. Donc j'ai envie de dire quand même. Est-ce que limiter les risques ne serait pas un objectif qui serait déjà acceptable? On pourrait dire, après tout, si déjà on limite les risques, c'est peut-être... est-ce que ça vaut pas les restrictions de liberté en question? Encore une fois, par quelle manière vous allez limiter ces risques? On est en train d'apprendre, et ça c'est pas contesté, le ministère de la Santé et des Solidarités le reconnaît. Il dit, même quand vous êtes vacciné, attention, gardez les gestes barrières, vous pouvez quand même transmettre le virus et vous pouvez quand même l'avoir. Voilà. Bon. Après, on est en train de débattre à ce moment pour savoir quelle proportion. Je le dis encore, je ne suis pas scientifique, donc moi je reste à ma place. Je ne sais rien, je ne sais pas si c'est 20, 40. Voilà, non, mais c'est vrai, parce qu'à chaque fois que j'en entends parler, je pense que c'est important de rester à sa place. Moi je ne sais pas, mais en tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'on peut quand même transmettre le virus, même en étant vacciné. Donc à partir de ce moment-là, si vous ne testez que les gens qui ne sont pas vaccinés, que se passe-t-il des gens vaccinés mais qui ont potentiellement le virus et qui peuvent le transmettre? Donc là, vous voyez que là, on vient de démontrer en l'espace de 30 secondes que ce pass sanitaire, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, c'est extrêmement restrictif de liberté, parce qu'à 10 ou 15 reprises dans la journée, vous êtes obligé de justifier votre liberté. Mais alors, j'ai envie de dire, les dérives potentielles de ce pass sanitaire, pour l'instant, j'ai envie de dire... Bon, aller se faire vacciner et présenter un pass, bon, à titre personnel, j'ai honte quand je le présente, parce que je sais ce que ça peut impliquer plus tard, dans quelques années, en termes de société de surveillance, mais je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte
de ce que l'outil, de ce que la simple possibilité qu'il existe un pass sanitaire justement peut représenter dans le futur. Est-ce que vous considérez que pour l'instant cette possibilité de nous tracer, de restreindre nos libertés, on en a déjà abusé en quelque sorte, ou est-ce que le pire est largement à venir? Et là je pense à une société de surveillance à la chinoise, ou je pensais même, j'en parlais il y a quelques jours, imaginons, allez, on vous fait un éco-pass, je sais pas, vous avez un certain nombre de points carbone, et une fois que vous les avez utilisés, vous pouvez plus vous déplacer. J'en sais rien, si vous avez démontré des preuves d'inclusivité, de lutte contre les discriminations, je sais pas quoi, là vous pouvez vous déplacer, et puis si vous êtes un mauvais citoyen et que vous pensez pas correctement, là vous pouvez plus. Alors, en fait, tout est possible. On vient de créer un outil technologique. Un outil technologique sur lequel on peut mettre des bases, des données médicales. Qu'est-ce qui vous empêche demain de mettre des données sociales, de mettre des données fiscales, de mettre des données pénales? Données fiscales, ça me semble justement une des pistes qui seraient les plus acceptées socialement, en quelque sorte, pour dire on va lutter contre l'évasion fiscale, etc. Hop, suppression du cash, et on traçage de toutes les transactions électroniques, etc. Et on justifiera l'élargissement de ce mécanisme en disant mais vous voyez bien, ça existe déjà. Parce que finalement, comme si une restriction pouvait justifier la restriction suivante. Ouais. Et c'est un argument qui est souvent avancé, je vois à la télé, en disant vous savez, il y a déjà des restrictions, vous êtes obligé de mettre la sécurité, vous êtes obligé de limiter votre vitesse quand vous roulez, enfin voilà, vous avez des restrictions, mais aucune restriction n'est un motif valable pour justifier une prochaine restriction. Et donc, c'est ce que disait la CNIL et le défenseur des droits. En fait, il y a un risque d'accoutumance. Il y a un risque de faire une certaine banalisation de ce pass sanitaire. Et derrière, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui, si demain on est en train de leur expliquer que s'ils ne font pas ce qu'on leur demande au moment où on leur demande, et que s'ils ne le font pas, on leur désactive tous leurs droits, là je peux vous assurer que les gens vont commencer à comprendre véritablement les dangers de ce que peut être un pass sanitaire ou un pass sécuritaire. Ouais. parce que si demain je vous explique qu'il faut que vous alliez faire vacciner votre enfant, alors que vous n'avez pas forcément envie, et que vous devez l'emmener à telle heure, à tel endroit, et que si vous ne le faites pas, on vous coupe tous vos comptes en banque, je peux vous assurer qu'ici, vous allez voir très rapidement que vous n'avez pas vraiment le choix. Oui, alors ça nous amènerait, je n'irai pas sur ce terrain, mais à la question de la liberté monétaire. Moi, c'est l'autre angle par lequel j'approche ces questions de restriction de liberté, c'est de dire, à un moment donné, si on est mis dos au mur et qu'on n'a plus le choix et qu'on peut directement nous prélever des amendes directement sur le compte en banque ou quoi que ce soit. On peut déjà le faire. Oui, ça c'est vrai qu'on peut déjà le faire, mais en tout cas, si on n'a même plus le recours à l'argent liquide ou à d'autres moyens de paiement, là on sera encore plus mal que ce qu'on est déjà. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas forcément pris par exemple le temps de m'intéresser, de m'impliquer de près dans ce combat contre le pass sanitaire, mais je sais que je le fais beaucoup plus du côté de la liberté monétaire. Donc ça c'est Moi je reste persuadé sur le projet de loi qui va venir sur la question de l'obligation vaccinale, que ceux qu'ils font aujourd'hui aux soignants, ils nous le feront à nous. Et comme notre employeur n'est pas toujours l'État, ou une entreprise en matière de santé, eh bien, je pense que le moyen le plus efficace de nous y contraindre sera de nous limiter dans notre liberté par rapport aux banques. Je pense que les banques pourront nous donner accès ou non à nos comptes bancaires. Et que ce sera un moyen de pouvoir effectivement nous contraindre à l'obligation vaccinale. Il faudra que l'on produise déjà, je crois qu'en Chine ça se pratique déjà. Il faudra qu'on produise notre schéma vaccinal auprès de notre banque pour que cette dernière puisse nous dire ok c'est bon, là vous pouvez faire vos virements, vos paiements, etc., etc. Et là je peux vous assurer que tout le monde va être au pas. Parce que là si vous touchez à l'argent, vous tuez socialement une personne. Aujourd'hui on n'imaginerait pas, même pour les personnes les plus démunies, leur couper accès à toute possibilité de paiement. Toute forme de paiement. Je pense que c'est de cette manière-là qu'ils vont arriver à nous contraindre demain à faire une obligation vaccinale. J'espère me tromper. Bien sûr. Le projet de loi encore actuellement est en phase d'écriture. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je n'en ai pas pris en reconnaissance. Mais je pense que c'est effectivement la phase suivante. Et donc, qu'on ne s'y détrompe pas. On est non seulement en train de rentrer dans une société de contrôle, on est en train de créer tous les moyens technologiques pour accentuer, généraliser et pérenniser ce type de société. Et ceux qui ne s'en rendent pas compte encore aujourd'hui s'en rendront compte effectivement peut-être trop tardivement. Alors justement, trop tardivement, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pourra faire lorsqu'il sera trop tard? Parce que vous rappeliez à vos auditeurs à juste titre que vous êtes légaliste, c'est naturel vu votre profession, donc vous ne les encouragez pas à ne pas respecter les lois, vous leur donnez les possibilités de recours lorsqu'ils en ont, mais par exemple vous leur rappeliez dans une vidéo récente
que lorsqu'il y a une décision administrative, un arrêté, il a valeur légale jusqu'à ce qu'on prouve éventuellement le contraire, donc il faut le respecter. Pour vous, quelle est la limite? À partir de quel moment, en fait, est-ce qu'on pourra dire, bon, maintenant, il suffit plus de nous brandir la loi devant le nez en nous disant, mais regardez, c'est la loi, ça a été voté, etc. Est-ce que pour vous, il y a une limite? Est-ce que c'est à chacun de la fixer? Est-ce que vous avez une ligne rouge en la matière? En d'autres termes, et pour simplifier la question, si dans 10 ans, il se passe ce que vous décrivez, comment est-ce que vous conseilleriez aux gens de réagir à ce moment-là, et peut-être comment est-ce que vous-même réagiriez? Il y a deux façons de réagir, hein. Soit effectivement on prend le problème à la racine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le problème il n'est pas tant juridique, sanitaire, économique ou social, c'est avant tout une crise politique. C'est le politique qui fait la loi, c'est le politique qui décide si la loi est appliquée ou non, c'est plus dans les tribunaux qu'on est en train de débattre. Moi mon rôle c'est simplement de tenir le droit, parce que je pense qu'il y aura un moment donné où le droit va être rappelé. Et je veux que ces recours soient faits parce que, effectivement, je ne pourrais pas me regarder dans une glace si je n'ai pas au moins tenté de m'opposer à ce genre de régime. Et donc je remercie aussi tous ceux qui me font confiance aujourd'hui et qui me confient la défense de leurs intérêts, parce que je leur dis souvent, je ne peux pas vous promettre une victoire. Oui, c'est vrai, je ne peux pas vous promettre une victoire. Je peux vous promettre des petites victoires, des petites choses. Vous voyez, la mise en bière immédiate, c'est un exemple. La suspension des passes sanitaires dans les centres commerciaux, c'en est un autre. Même si le Conseil d'État a retoqué, on s'aperçoit que les préfets ont dit bon, c'est bon, stop, on va éviter de remettre des passes sanitaires. Donc, vous voyez, c'est encore le politique qui a décidé. Donc, on peut avoir des petites victoires. Ça, c'est des choses sur lesquelles je reste persuadé qu'on peut encore avoir de petites victoires. Mais les grandes victoires, c'est pas aujourd'hui qu'on les aura. Et pour les avoir demain, pour les avoir en ce futur proche, c'est maintenant qu'il faut se battre. Donc ça, il faut l'accepter, il faut effectivement avoir cette capacité de résilience. Mais le vrai problème, il est politique. Donc là, il y a deux solutions, hein. Soit vous réinvestissez le champ politique. C'est pas mon rôle, moi je suis avocat, mais je sais qu'il y a beaucoup de citoyens de bonne volonté qui peuvent réinvestir le champ politique. Et je pense qu'effectivement, il y aurait un intérêt, à mon avis, à virer toute cette classe politique qui est là depuis bien trop longtemps. Il faut imaginer qu'on a des gens qui sont encore à des postes politiques. Ce sont des gens que vous et moi, nous pouvions déjà côtoyer lorsque nous étions enfants. Vous voyez, ça fait même plus d'une trentaine d'années. Hein, donc là, il y a un problème. Il y a un manque de renouvellement, et puis surtout, il y a des carrières entières qui se font dans la fonction publique et dans la fonction peut-être politique. Justement aussi, parce que de nos jours, ça demande tellement d'expérience, en quelque sorte, tout est tellement plus technique, parce que c'est plus compliqué juridiquement, scientifiquement, enfin les problématiques qui se posent à nous sont tellement complexes que finalement, être décideur public, on pourrait arguer du fait que c'est un métier, et donc c'est pas étonnant de le faire, c'est pas totalement délirant, on va dire, voilà, de s'en faire une spécialité. Alors, effectivement, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que ceux qui la portent. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, si vous êtes mauvais, 30 ans plus tard, vous restez mauvais. Hein, vous connaissez le triple principe d'incompétence. Hein. Vous montez la hiérarchie dans une entreprise, puis à un moment donné, vous arrivez à un poste, vous n'êtes pas assez compétent pour ce poste. Alors, ça implique trois choses. La première chose, c'est que vous n'êtes pas assez compétent pour faire ce qu'on vous demande de faire. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas assez compétent pour repérer qu'il y a peut-être des gens plus compétents que vous qui pourraient le faire. Et la troisième chose, c'est que vous n'êtes pas assez compétent pour devenir compétent. Triple principe d'incompétence. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'on a un peu une classe politique qui est comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont incompétents, mais c'est pas parce que ça fait longtemps qu'ils sont là qu'ils vont le devenir. Et donc là, il y a un moment où il faut du renouvellement. Et le renouvellement, ça ne peut pas passer quand on a effectivement des nouveaux partis. Hein. C'est pas simplement le fait de changer le nom et de mettre des têtes jeunes en avant. C'est en réalité un vrai renouvellement. C'est-à-dire des gens, on peut les mettre sur d'autres postes, ils font autre chose. Voilà. Ils ont balayé la rue, j'en sais rien. Ils ont peut-être dans les hôpitaux remplacé tous nos personnels soignants qui sont pas vaccinés, qui depuis 2 jours donc ont été suspendus de leur fonction. Voilà, il y aura des postes pour eux, je suis pas inquiet pour eux, mais des postes dans lesquels il faut qu'ils soient compétents. Donc et là visiblement c'est pas le cas, parce que si c'était le cas, effectivement il n'y aurait pas eu cet appauvrissement de la France depuis plus de 30 ans et on n'aurait pas autant de gens qui souffrent aujourd'hui. Alors il y a aussi une question sur laquelle j'ai du mal à me faire un avis, c'est la question des manifestations. Et c'est pas sans lien justement avec ce qu'on vient de dire, la volonté de renouvellement. J'entends parfois ces discours un peu emportés, un peu brouillons, de gens qui disent, ils sentent bien qu'il y a un problème, et ça, je pense, ni vous ni moi on le nie. Ils voient pas bien comment le résoudre, ils sentent bien qu'on les prend pour des imbéciles, mais je suis pas sûr que certains, en les mettant à la place des politiques en question, feraient beaucoup mieux, parce que quand on entend quand on a l'impression qu'à écouter certains gilets jaunes, la panacée serait d'avoir le RIC, le référendum d'initiative
citoyenne. Bon, c'est pas non plus, je pense, ce qu'on a inventé de mieux dans l'état de droit, et on va pas. Enfin, ça me semble un peu démago de croire qu'on va résoudre les problèmes qu'on a actuellement dans la société à coup de référendums et de trucs comme ça. De la même manière que je souligne aussi les débordements qui avaient eu lieu à l'époque des Gilets jaunes et qui commencent un peu à se voir dans les manifestations anti-pass sanitaire. Vous me direz ce que vous en pensez, puisque vous avez été sur place, pas moi. Mais je suis un peu inquiet de cette tendance à la violence. On avait vu par exemple des gilets jaunes qui allaient marcher sur l'Assemblée nationale. Alors c'était presque risible, ils auraient peut-être pas fait grand-chose comme les pro-Trump n'ont pas fait grand-chose au Capitole. Ils ont visité les bureaux, pris 3 photos et voilà. Il n'empêche, c'est symbolique quand même, et de laisser faire ça crée un précédent. Donc comment est-ce que vous sentez le ton de ces manifestations, et est-ce que vous ne pensez pas que c'est à double tranchant en quelque sorte, que c'est pas un truc qui peut nous échapper, et que ce ne sont pas toujours les plus violents et les plus bêtes en quelque sorte qui finalement font toujours dériver ce genre d'action? Alors effectivement, vous l'avez souligné, j'ai été sur plusieurs manifestations à Montpellier. Alors, pas que Montpellier, parce que ça fait plusieurs mois que je suis engagé, donc j'ai aussi été à Marseille, à Nîmes, mais voilà, je suis resté quand même dans le secteur sud. Moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui manifeste beaucoup. Même pour vous dire, même avant la crise sanitaire, je pense que je n'ai jamais manifesté. Voilà, je suis pas quelqu'un qui... C'est pas sur ce terreau-là, en tout cas, que je me bats. Mais j'ai remarqué qu'à une époque où on vous met des restrictions dans vos limitations de déplacement, on vous met des restrictions dans vos interactions sociales, la manifestation, ça devient un moment où vous pouvez vous retrouver, où vous pouvez créer du lien. Oui, c'est vrai que ça sort un peu les gens de derrière leur ordinateur. Oui. Ça a ce bon côté. Ouais. Les manifestations, rappelons-le, c'est presque une des seules exceptions qui existent au rassemblement sur l'espace public dans les périodes de confinement, de couvre-feu et de toutes ces restrictions qu'on a eues pendant plusieurs mois. Donc n'oublions pas quand même cet intérêt qui, à mon sens, était quand même démultiplié pendant cette crise sanitaire. Ouais. C'est une occasion aussi de rencontrer d'autres personnes qui s'interrogent aussi sur l'avenir de notre société. Parce que concrètement, il n'y a pas de raison que cette crise sanitaire se termine. C'est une opportunité pour nos personnels politiques. Il ne faut pas l'oublier. C'est une opportunité parce que vous mettez au pas quand même toute une population. Vous pouvez gouverner avec des mesures réglementaires pendant tout un quinquennat, quasiment. On a la moitié d'un quinquennat. Oui, d'ailleurs, ça fait combien de temps qu'on est en état d'urgence? Enfin, un état d'urgence en tout cas. Fait 18 mois. Mais est-ce qu'avant ça, on n'était pas encore en état Avant, d'urgence? on était en état d'urgence sécuritaire, effectivement. Voilà, c'est ça. Ouais, déjà, en fait, j'ai l'impression que depuis de 2015 ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il y a vraiment une période où on a quitté pendant 6 mois consécutifs un état d'urgence quel qu'il soit? Non. Pendant le mandat Hollande, on a passé quasiment 2 ans en état d'urgence sécuritaire. Et là, on a passé quasiment la moitié du mandat présidentiel en état d'urgence sanitaire. Ouais. Je pense que c'est devenu un mode de gouvernance parce que finalement, toutes les décisions se décident en conseil de défense. Il n'y a pas de compte-rendu, on ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas qui participe. Voilà, génial. Hyper démocratique. On vous demande à chaque fois, à la majorité, de voter, voire de revoter s'ils n'ont pas assez bien voté, dans des conditions quand même qui sont déplorables. On demande quand même de se prononcer sur la vaccination obligatoire en l'espace d'1 semaine. Comme si en 1 semaine, on pouvait réfléchir à des projets super intelligents, ou du moins super réfléchis et avec un peu de recul. Vous voyez bien que c'est par la confrontation des idées qu'on arrive à améliorer un projet initial. Vous avancez une idée, on vous dit attendez, là vous voyez bien que vous n'avez pas pris en compte ça, et puis à partir de ce moment-là, vous vous dites bon ouais effectivement on va répondre à cet argument, et vous arrivez à la fin à un projet qui est quand même plus abouti. C'est ça le principe du débat parlementaire, hein. C'est pas parce qu'on aime bien se chamailler. Là en 1 semaine, forcément vous annihilez le débat parlementaire. Et n'oublions pas que quand on n'est pas en période de crise sanitaire, on utilise l'article 49 alinéa 3 en disant l'opposition a eu le culot de s'opposer. Désolé, ils ont déposé des milliers d'amendements. Non mais c'était comme ça, n'oubliez pas, en février 2020 c'est ça. Oui, tout à fait. Là il y a un problème. Enfin, je veux dire, soit il y a effectivement un débat parlementaire et on accepte la contradiction, soit on considère qu'on a été élu et effectivement à ce moment-là on a un blanc-seing et on ne discute plus. Oui, mais sinon alors, on tombe un peu dans le village gaulois où... Comment dire, on se tape dessus et on sort jamais. Enfin, je trouve que par exemple, la démocratie, c'est pas un village gaulois. Ces milliers d'abonnements qui sont déposés comme ça automatiquement, c'était quand même de l'obstruction délibérée d'un processus parlementaire. C'est des gens aussi qui n'acceptent pas parfois le fait d'être en minorité politique. Est-ce que c'est pas malsain aussi? Alors, je suis d'accord que la réponse de l'article, le fameux 49.3 comme on dit, mais c'est pas mieux, mais
Est-ce qu'on c'est nous la a pas démocratie. obligés aussi C'est la démocratie. S'il y a 1000 amendements, on va examiner les 1000 amendements. Ils sont payés pour ça. Et si ça doit prendre 3 mois, ça prendra 3 mois. Surtout quand on s'oppose sur des questions aussi fondamentales que la retraite, sur des questions aussi fondamentales que l'obligation vaccinale. Je veux dire, il faut prendre le temps pour ces sujets. Ouais. Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait 1000 amendements sur, effectivement, sur ces questions sociétales. On a bien discuté pendant des mois et des mois du mariage pour tous. Ouais. Je pense qu'on peut au moins accorder à la question des retraites et à la question de l'obligation vaccinale quelques semaines, quelques mois. Je veux dire, c'est bon, on peut quand même le faire. On a les moyens de le faire. Et je pense que c'est sain de le faire. Mais c'est de vouloir mettre fin à ce débat qui m'apparaît, lui, malsain. D'ailleurs, en matière institutionnelle, si vous aviez quelque chose à changer dans les institutions de la République, en termes de balance des pouvoirs, parce que je fais référence à ce que vous disiez dans votre vidéo sur la décision du Conseil constitutionnel, est-ce que vous donneriez plus de poids ou moins de poids à telle ou telle partie de notre corps politique ? C'est compliqué parce que ça demande de remettre en cause finalement un peu la Ve République. Ouais. Alors la Ve République, elle a été créée justement en réponse aux dérives des 3e et 4e Républiques où vous aviez une instabilité gouvernementale institutionnelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que sous la 4e République, vous avez eu un peu plus de 24 gouvernements en l'espace de 12 ans. Ouais. Donc un gouvernement, sa durée de vie, c'est à peu près 6 mois. Bon, c'est pas sérieux. Donc effectivement, la Ve République a été pensée pour, on va dire, répondre à ces problématiques-là. Mais le problème, c'est que cette Ve République a été conçue finalement pour le général de Gaulle. Et par la suite, elle n'a jamais été adaptée véritablement aux présidents de la République qui ont été élus qui lui ont succédé. Qui l'ont bien aimé, parce que ce soit le cas de Mitterrand, peut-être Chirac peut-être un peu moins, mais Sarkozy et encore plus Macron, eux ont bien apprécié justement l'esprit de cette Ve République, ils sont bien fondus dans le moule. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, cette concentration finalement des pouvoirs entre les seins de l'exécutif, c'est pas sain. Ouais. C'est pas sain parce que finalement on n'a plus de débat parlementaire. Finalement, sur des sujets de société, on n'a pas la possibilité de s'opposer, on n'a pas la possibilité de discuter, et finalement, on n'a pas la possibilité de se rendre compte que c'est peut-être une mauvaise idée. On a le droit de se rendre compte, bon, c'est pas une bonne idée. Finalement, on se dit, la réforme des retraites, on pourrait dire, bon, effectivement, le projet qu'on propose aujourd'hui, le pacte social n'est pas là. On va pas appliquer une mesure contre la volonté d'une majorité de Français, contre la volonté des intérêts d'une majorité de Français, et on peut repenser le projet. On peut se dire, bon, c'est pas le moment, on va essayer de voir comment on peut améliorer les choses. Fondamentalement, il n'y avait pas un problème de retraite, c'était pas quelque chose qui était extrêmement problématique. Ce qui est problématique, c'est qu'on ne crée pas d'emploi. Parce que si vous créez de l'emploi, effectivement, vous créez de nouvelles personnes pour cotiser. Et donc, si vous créez de nouvelles personnes pour cotiser, finalement, les caisses de retraite ne vont pas aller dans cette... c'est un peu plus complexe que ça. Ouais, je me lancerai pas dans cette discussion, parce que ça pourrait m'amener un peu loin. Mais je rappelle, par contre, à nos auditeurs que j'avais un épisode, il y a un an et demi de ça en arrière, sur la réforme des retraites avec Nicolas Marquez de l'Institut Molinari. Donc, vous pouvez toujours aller l'écouter. Je le mettrai en lien dans la description. Je pense qu'on s'approche doucement de la fin. Sur les manifestations, je vais juste revenir un peu là-dessus, parce qu'effectivement, on l'a un peu survolé, on est parti après sur le politique, mais revenons un peu sur les manifestations. Moi, je ne pense pas que la solution viendra des manifestations. Par contre, c'est un joli moment de recueil populaire dans lequel tous ceux qui se sentent quand même aujourd'hui lésés par la politique sanitaire peuvent se retrouver. Mais à un moment donné, il ne faut pas s'arrêter à la manifestation. C'est pas à 18h quand on se sépare que la manifestation, finalement, l'esprit de la manifestation doit se terminer. Ouais. À ce moment-là, il faut penser à quelque chose de plus grand. Lorsque vous dites ça, est-ce que les gens ne pourraient pas le comprendre en disant genre il faut aller tout casser, il ne faut pas s'arrêter là Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir ensuite à un vrai modèle de société. Est-ce qu'on n'a pas un moyen de réinvestir la politique ? Est-ce qu'on n'a pas un moyen de se réinvestir dans des associations, par exemple ? Est-ce qu'on n'a pas un moyen de lutter peut-être par des actions juridiques ? C'est aussi un mode d'action, mais il n'y a pas que ça, etc., etc. En fait, c'est une façon pour le peuple, finalement, de reprendre un peu le pouvoir qui, aujourd'hui, semble être quand même entre les mains d'une caste politique qui ne se renouvelle pas. Ouais. Et je pense qu'effectivement, la manifestation, en ce sens, peut être l'occasion de créer des liens et de se compter. Effectivement, est-ce que notre avis est finalement partagé par une majorité ?
Est-ce que ce n'est pas le cas, etc., etc. Donc ça, la manifestation peut avoir un intérêt dans ce sens-là, mais bien entendu, la manifestation pour manifester, à mon sens, c'est inutile. On voit bien qu'on n'a pas de grand changement politique qui est venu d'une manifestation. Même si ça avait été utile, de toute façon, enfin, pas de grand changement politique peut-être, mais il y a eu des lois annulées, des choses comme ça, suite à des manifestations à répétition. Mais même si c'était utile, est-ce que ce serait légitime en quelque sorte que ce soit ceux qui aient le temps, la possibilité, la motivation de sortir dans la rue Il ne faut pas que la légitimité de la manifestation revienne mettre en cause la légitimité finalement de l'élection. Ouais. Ça c'est assez évident, je suis d'accord avec vous. Par contre, elles peuvent concourir toutes les deux à un meilleur avenir pour l'ensemble de la nation. Ça effectivement, et en ce sens, la manifestation peut avoir son intérêt. Mais attention, on ne peut pas se cantonner uniquement d'aller gueuler entre 14h et 18h tous les samedis après-midi. C'est pas ça le but de manifestation, et à mon sens, il faut ensuite la dépasser. Tout le reste de la semaine, il y a plein de choses à faire, et c'est effectivement là où l'esprit de résistance peut effectivement se mettre en œuvre. Alors justement, pour les gens qui veulent appliquer cet esprit de résistance, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter ou en tout cas rejoindre le mouvement que vous initiez? Je pense par exemple à ce réseau d'avocats que vous avez lancé pour que les gens puissent avoir un interlocuteur dans leur département. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les gens qui nous écoutent et qui vous découvrent aujourd'hui, qui ne vous connaissent pas encore? Alors, donc, effectivement, mon cabinet porte de nombreuses actions à l'encontre des décrets qui ont été pris en matière de vaccination obligatoire, en matière de confinement, de couvre-feu, etc. etc. Donc, j'ai effectivement un certain nombre d'actions aujourd'hui qui sont portées devant le Conseil d'État. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, on est le 17 septembre, date à laquelle nous tournons cette émission. Ça fait 2 jours donc qu'on a un peu plus de 300 000 soignants qui, non vaccinés, vont subir, ou ont déjà subi, les conséquences d'une suspension sans rémunération. Et à partir de ce moment-là, il est évident que David Guyon, mon avocat, mon cabinet, ne peut pas faire des recours pour les 300 000 personnes qui vont être suspendues. Donc ça, c'est assez évident. Donc, ce qui est important de faire aujourd'hui, à mon sens, c'est de se rapprocher effectivement d'un avocat dans le département dans lequel les gens se trouvent, puisque c'est le lieu dans lequel les décisions de suspension ont été prises à leur encontre qui pourront être contestées devant les tribunaux compétents. Conseil de prud'homme s'il s'agit de salariés. Ça se fait à l'échelle locale. Exactement, ce sera à l'échelle locale. Donc il s'agit d'attaquer en fait une décision prise par un employeur et c'est le lieu d'exécution du travail, de l'emploi, qui définit finalement le tribunal territorialement compétent. Ce tribunal peut être le conseil de prud'homme ou il peut être le tribunal administratif si vous êtes un agent public. On a essayé avec un certain nombre de confrères de faire en sorte d'avoir au moins un avocat dans chaque département. Ouais. Et c'est déjà pas mal vu le nombre de départements. Vous y êtes presque ou On n'y est pas encore. D'accord. On n'y est pas encore, mais la liste grossit de jour en jour. Il ne faut pas oublier non plus, je ne suis pas non plus quelqu'un d'extrêmement connu. Donc, oui, non, bien sûr. Non, puis je veux dire, il faut que les gens réalisent aussi que vous faites beaucoup de choses avec les moyens limités que vous avez. On est dans votre bureau, vous avez vos dossiers et vous n'avez pas beaucoup de collaborateurs avec vous pour. Exactement, on est en train de repenser, de restructurer le cabinet parce qu'effectivement, avec la crise sanitaire, il y a eu une augmentation exponentielle. Alors, elle est toute relative puisque je partais de rien, donc forcément, à partir de ce moment-là, l'activité n'a pu faire que grossir. Mais il n'y a pas que la crise sanitaire. Donc, il y a tous les dossiers traditionnels du cabinet et à côté, il a fallu gérer cette crise sanitaire. Donc aujourd'hui, nous, on est en train de se restructurer effectivement au cabinet. Et parallèlement, il est nécessaire que d'autres confrères aussi s'emparent de ces sujets, un peu partout en France, puisqu'aujourd'hui, on a un contentieux qui est national et où les gens vont avoir besoin des avocats. Et donc aujourd'hui, c'est une belle opportunité pour la profession d'avocat de venir en aide envers ceux qui sont opprimés, envers ceux qui aujourd'hui subissent ces restrictions de liberté, parce qu'on leur prive de leurs moyens de subsistance, pour avoir eu l'audace et le culot de refuser une vaccination pour un vaccin qui est toujours en phase 3, et pour un vaccin qui bénéficie d'une AMM conditionnelle. AMM conditionnelle, dont je rappelle qu'elle est conditionnelle parce qu'on n'a pas le recul, on a une urgence, et donc on met rapidement le produit en circulation, on demande des études complémentaires. Ce sera difficile par la suite quand on aura des vaccins disponibles qui seraient utiles, mais qui sont en phase de test, et donc que jusque-là on n'aurait jamais mis sur le marché. Après le précédent du Covid, ce sera difficile de dire aux gens, mais non, vous ne pouvez pas encore l'avoir. Il y aura un après, on veut bien vous sauver la vie, mais plus tard. Il y aura un après, c'est sûr. Après, pourquoi on met autant de temps? Après, il y a cette phase 4 qui dure 10 ans. Ouais. Parce qu'en fait, on s'aperçoit souvent qu'il peut y avoir des produits qui ont des effets secondaires qu'on ne peut s'apercevoir qu'à long terme.
Et donc c'est pour ça qu'on a ce recul nécessaire. On dit, ah bon, bah voilà, là, la balance avantage-inconvénient, elle est en faveur des avantages, on le met sur le marché. C'est pour ça que les gens pourraient choisir quand même. Enfin, c'est-à-dire, il y aurait une solution qui serait pas très, qui serait quand même facile à mettre en œuvre. Voilà. C'est En fait, il faut laisser les gens tranquilles aussi. Il faut partir du principe qu'on a traité de manière générale un problème qui en réalité touche une partie spéciale de la population. C'est-à-dire les personnes à risque, plus de 65 ans et ou avec des formes de comorbidité. Donc on a repéré cette catégorie de population. Et on a considéré finalement qu'il fallait appliquer la même solution pour l'ensemble de la population. Or, la balance bénéfice-risque, elle n'est pas la même pour tout le monde. Bien sûr. Lorsque vous vaccinez une population qui est en bonne santé pour une maladie qui n'est pas en mesure de les tuer, rappelons quand même que le taux de survie... La létalité est très faible. La létalité est très faible. D'ailleurs, c'est pas que la létalité, c'est aussi le fait que la maladie peut avoir des effets secondaires plus ou moins graves. Oui, il n'y a pas que les effets de long terme, etc. Exactement. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais quand même, pour une très 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 grande marge de la population, il n'y aura pas d'effets secondaires, voire même ils seront asymptomatiques, ils ne se rendront même pas compte qu'ils ont été malades. Eh bien, vous avez une population qui est saine pour une maladie qui ne les tuera pas. Derrière, vous devez avoir un produit qui n'est pas en phase conditionnée, vous devez avoir un produit qui est 100% sûr. Parce que moi, j'ai des personnes qui sont saines pour une maladie qui ne les tuera pas. Et c'est ça, en fait, la problématique aujourd'hui. C'est qu'on est en train de vacciner une population en bonne santé pour une maladie qui ne les tuera pas, avec un produit qui est encore en phase expérimentale, et dont on ne peut pas vous dire avec certitude à 100% qu'on n'aura pas, à long terme, potentiellement des effets secondaires. Ceci dit, par exemple, moi, je vous dis, à titre personnel, je fais la balance bénéfice-risque, j'ai choisi de me faire vacciner. Bon, j'aurais pas trop eu le choix de toute façon, mais enfin, j'ai choisi, dès que j'ai pu, en quelque sorte, de me faire vacciner. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas un argument qui se suffit à lui-même, on va dire, le fait qu'il y ait des effets si vous avez le choix. Mais bon, c'est mon choix. Je vais pas l'imposer aux autres. Moi, je pense qu'on doit avoir le choix quand même de faire partie d'une expérimentation. Oui, parce que c'est une expérimentation, parce que finalement, on a de la pharmacovigilance, il faut faire remonter les effets secondaires, les médecins disent, bon, bah, ça se rattache au vaccin, ça se rattache pas. Donc on est en train de jauger. Vous voyez, la Johnson & Johnson, finalement, ce sera 2 doses. Donc on est en pleine expérimentation. Mais merci, je veux dire, parce que effectivement, c'est grâce à vous qu'on va savoir s'il y a des effets secondaires, s'il n'y en a pas. Donc heureusement qu'il y a des gens qui sont d'accord pour le faire. Et pour ceux qui ne le sont pas, là par contre, je trouve qu'il y a un problème de les contraindre à faire partie de cette expérimentation. Et donc pour vous, ce qui fait la différence avec les vaccins qui sont déjà obligatoires, comme la rougeole ou ce genre de choses, la polio, c'est le fait que les vaccins obligatoires aujourd'hui, on a le recul, quoi. Il y a 4 choses qui font qu'on ne peut pas parler de la même chose. En fait, moi, quand je parle du Covid, je ne parle pas d'obligation vaccinale, je parle d'injection forcée. Pour 4 choses. La première, l'obligation vaccinale telle qu'elle est conçue en France n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. L'obligation vaccinale concerne des maladies infantiles mortelles. D'accord ? Je ne parle pas du Covid avec 99% de survie. Je parle de maladies mortelles. Et de maladies qui touchent les enfants. Donc c'est encore plus insupportable, vous l'aurez compris. Bien sûr. On parle de vaccins qui sont éprouvés et approuvés. Donc là, je vous parle de vaccins qui ont quand même plusieurs décennies de recul. Donc on voit bien qu'il n'y a pas trop de soucis. Troisièmement, pour des vaccins pour lesquels on est en mesure de connaître les effets secondaires et pour lesquels on sait qu'il y a une balance avantage-inconvénient qui est largement en faveur des avantages. Et quatrièmement, pour des vaccins qui, en cas de refus de vaccination, n'entraînent pas de conséquences disproportionnées. Certes, vous allez avoir... Oui, non, parce que si vous ne pouvez pas être scolarisé, par exemple... Oui, mais l'école n'est pas obligatoire. Oui. L'instruction est obligatoire, mais pas l'école. Vous pouvez décider de ne pas faire vacciner vos enfants. Et d'ailleurs, je pense qu'autour de nous, dans notre population d'amis, il y a certainement des amis qui n'ont pas tous les vaccins, je vous le dis. Ouais. Et pour autant... j'évite d'en parler en général. C'est mais pour autant... Je sais que les gens, sur les vaccins, voilà. Et pour comme autant... la religion, il ne faut pas en parler. Et pour autant... Ils ne sont pas des sous-citoyens. On ne leur demandera jamais de justifier leur vaccination. Et hormis s'ils vont pour des professions médicales, on ne leur demandera pas de faire des vaccins supplémentaires. Donc concrètement, vous avez une vie normale. Et d'ailleurs, c'est à ces conditions-là que la Cour européenne des droits de l'homme, le 8 avril dernier, a dit pas de souci, on peut faire une vaccination obligatoire, c'est possible, ça relève de votre marge d'appréciation, mais parce qu'il y avait ces 4 conditions. Maladie mortelle infantile, c'était des vaccins qui étaient éprouvés et approuvés, des vaccins pour lesquels la balance avantage-inconvénient est largement en faveur des avantages, et des vaccins pour lesquels, si vous le refusiez, les conséquences n'étaient pas disproportionnées. D'accord. Voilà. Donc là, c'est pas du tout le cas. Il n'y a aucune de ces conditions qui est remplie. Donc là, vous l'avez compris, c'est pour ça que je ne parle pas de vaccination obligatoire, je parle d'injection forcée. Parce qu'il ne faut pas croire, mais on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et aujourd'hui, de vouloir injecter de force un produit à des personnels soignants, il va se passer 2 choses. Soit vous avez une partie qui va se faire faussement injecter, mais donc vous ne réglez pas le problème, puisque vous avez autour de vous énormément de tricheurs. Et oui, c'est ça la vérité. Soit vous allez avoir une partie de la population qui va dire moi je pars, je démissionne. Et donc là, la question qu'on revenait tout à l'heure,
Si vous restreignez une liberté, rapportez-moi la preuve que vous avez apporté un avantage sur le plan sanitaire. Il est où l'avantage là J'ai des gens qui vont être faussement vaccinés et j'ai des gens qui ont quitté l'hôpital avec des hôpitaux qui vont plus pouvoir tourner à plein régime. Bah là, je suis désolé, mais l'avantage sur le plan sanitaire, il est quand même pas là. Et il n'est pas démontré. D'accord. Donc c'est ça le risque dans lequel on est en train d'aller, c'est qu'on va avoir une société de tricheurs parce qu'on applique des contraintes à des gens qui n'ont pas envie de les accepter. Et croyez-moi, même avec le couteau sous la gorge, vous avez des gens qui vont résister jusqu'au bout. Et je salue leur courage, bien sûr. Et puis à côté, vous avez des gens qui vont dire bon, bah, moi je veux pas faire partie de ce système, donc moi je sors de ce système. Ouais. Et donc là, on règle pas du tout le problème. Ouais. Parce que déjà qu'on avait un problème avec les hôpitaux, là je pense qu'on va avoir de sérieux problèmes par la suite. D'accord. Bon, et donc la suite pour vous, c'est encore beaucoup de travail. Vous prévoyez quand même de faire une pause un peu ou là ça va être non-stop jusqu'à la prochaine vague de Covid? Alors je prévois déjà d'engager un collaborateur, donc s'il y a quelqu'un en droit public qui est intéressé pour intégrer le cabinet, qu'il n'hésite pas à me contacter parce que si la question des libertés fondamentales vous intéresse, eh bien vous avez la possibilité d'être recruté dans un cabinet qui est jeune et qui est mobilisé sur la question des libertés fondamentales et qui ne fait pas que la crise sanitaire, on fait aussi de l'urbanisme, de la construction, voilà, on fait du droit public de manière générale. Et donc ça je tiens à le rappeler parce que la crise sanitaire ça ne dure qu'un temps, mais moi mon cabinet de toute façon il tournait déjà, même quand il n'y avait pas forcément de crise sanitaire. Donc raison pour laquelle effectivement j'espère pouvoir prendre une pause. Comme je dis souvent, si moi je pouvais faire fortune en matière d'urbanisme, de contentieux de construction, et effectivement sur ces questions qui sont, on va dire, moins humainement difficiles à vivre, je préférerais le faire. La crise sanitaire, il n'y a pas de plaisir à prendre de l'argent et à facturer des honoraires à des personnes qui sont dans une extrême souffrance, même si derrière il y a des réalités économiques qui font qu'on ne peut pas agir non plus gratuitement. Et ça, la plupart de mes clients le comprennent très bien. Et pour ceux de toute façon qui ne peuvent pas, je crois qu'ils peuvent retrouver quand même beaucoup des résultats en quelque sorte de vos actions, donc de conseils gratuits sur votre chaîne YouTube. Je le dis pour nos auditeurs qui nous écoutent sur les plateformes de podcast et qui ont pas l'image, mais ils auront les liens en description. Donc il y a votre site internet et votre chaîne YouTube, et vous êtes sur tous les réseaux, je crois d'ailleurs, enfin sur les principaux. Oui, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et YouTube. J'ai créé avec deux confrères le site Click and Rocket. Qui est en cours en fait de maintenance puisqu'on est en train de totalement le faire refondre. C'est quelque chose qui va repartir très prochainement, mais pour l'instant en tout cas qui est on va dire un peu en stand-by. Mais de nouveau on mettra à disposition bien entendu le fruit de notre travail. Je rappelle, parce qu'on l'avait mentionné dans notre précédente interview, mais Click and Rocket c'était un système pour faciliter le dépôt d'une requête en quelques clics. Exactement. Pour les particuliers, pour éviter en fait d'avoir à se dire j'ai la flemme de le faire. En fait oui, c'était l'idée, c'était de mettre à disposition les outils juridiques pour que toute personne qui était intéressée puisse agir sans avoir nécessairement recours à un avocat et donc au coût que peut entraîner le service d'un avocat. C'est pas quelque chose qui a été mal vu, parce que c'est presque vous tirer une balle dans le pied en quelque sorte économiquement, non? Non, parce que ça remplacera jamais la prestation d'avocat. L'avocat, il vous fait une requête qui est individualisée, qui est adaptée à votre situation. Le click and requête, c'est une requête qui est standardisée. Donc à partir de ce moment-là, c'est deux choses différentes. Mais au moins, vous donnez la possibilité à des gens qui n'ont pas forcément de budget de pouvoir agir en justice et de défendre leurs droits. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et j'espère qu'on va pouvoir rapidement remettre en place cette application. On va l'améliorer, je pense. Et on va faire en sorte de le décupler. En tout cas, j'ai déjà engagé donc, des juristes qui travaillent avec moi. On va faire en sorte donc, de pouvoir proposer un service un peu plus ample que ce qu'on faisait auparavant. Et on a déjà sur mon site internet effectivement des courriers qu'on va pouvoir télécharger. Il y en a qui seront mis gratuitement à disposition. J'en ai déjà mis quelques-uns. Puis d'autres qui feront peut-être l'objet d'une petite contribution. Je parle d'un forfait entre 1 à 5 euros, vous voyez, c'est histoire de pouvoir contribuer au projet. Oui, que ça aide la réalisation, mais que ça reste abordable. Exactement, que tout le monde puisse télécharger ces projets de courrier qu'on mettra à disposition, tout en finalement voyant aussi s'il y a un intérêt. Ça va être aussi l'occasion de voir si les gens adhèrent à ce système, et de faire en sorte de voir si on peut engager un juriste à plus long terme, et qui pourrait nous créer plus rapidement et de manière plus récurrente de nouveaux courriers, et bien entendu en actualisant ces derniers, puisque l'actualité juridique évolue tout le temps. Donc l'actualisation est très difficile, raison pour laquelle Click and Rocket a été un petit peu mis en stand-by. D'accord. Bon, en tout cas, pour les lecteurs de Contrepoint, on ne manquera pas de s'en faire le relais sur le site, je suppose. Et puis surtout, on vous souhaite tous le meilleur pour la suite et courage pour affronter toute cette pile de dossiers. Je ne sais pas si on la voit à l'écran, mais en tout cas, je le décris pour mes auditeurs. Il y a des piles et des piles de dossiers devant moi, donc
Alors Voilà, j'imprime ça très fait peu. beaucoup Hein, plus en perspective. je Et rappelle, encore, voilà, c'est ça. j'imprime très peu. En fait, tout est numérisé. Là, c'est vraiment ce que j'ai pas pu faire autrement. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de dossiers par rapport à ce qu'il y a vraiment. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus directement dans vos bureaux ici à Montpellier. Merci d'être Bonne venu. continuation et je dis à nos auditeurs au prochain épisode et je salue les Et pour la chaîne YouTube, spectateurs, merci les de nous clients. suivre d'être toujours plus nombreux. Merci de relayer ces vidéos lorsqu'elles vous plaisent. Et puis, voilà, il y a d'autres contenus qui vont arriver. On va parler prochainement du pass sanitaire. On va faire un point aussi sur les actions juridiques à venir et sur comment résister avec intelligence et connaissance. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Au revoir.